C'était un de ces matins du début de l'automne, d'une quiétude presque excessive, ce genre de silence qui vous fait oublier que le malheur peut frapper même les petites villes. Le soleil commençait à peine à percer le fin voile de brume du Tennessee, baignant les champs derrière l'école primaire de Ridgeview d'une lueur dorée et diffuse. Tiala Thompson, âgée de 3 ans, était là, riant près de la clôture de la cour de récréation, serrant dans sa main une petite barrette rouge qui ne cessait de glisser de ses boucles. Sa mère, Sandra, se trouvait à seulement 50 mètres de là, dans la cafétéria de l'école, préparant le service du midi. Elle avait accepté ce travail pour être proche de sa fille. Chaque matin, elles parcouraient ensemble le même chemin de gravier, main dans la main, avant que les cris des enfants plus âgés ne remplissent le bâtiment. À 10h15, la récréation commença. L'enseignante de service se souvenait avoir vu Tiala poursuivre un ballon rouge vers le grillage, tandis que les autres se rassemblaient autour du toboggan. Cela n'avait rien d'inhabituel. Tiala était une enfant calme, mais aventureuse, toujours curieuse de ce qui se cachait au-delà de la cour. 5 minutes plus tard, la cloche sonna, rappelant les enfants à l'intérieur. Un par un, ils franchirent la porte latérale. Lorsque l'enseignante fit le décompte, elle le remarqua. Un visage manquait. Elle appela son nom une première fois, puis une seconde. Tiala? Pas de réponse. Au début, personne ne paniqua. Il n'était pas rare qu'un tout petit se cache ou s'éloigne de quelques pas. L'enseignante vérifia derrière le toboggan, sous les petites tables de pique-nique, le long de la clôture. Rien. En quelques minutes, des membres du personnel criaient son nom à travers le champ. Lorsque Sandra entendit l'agitation et se précipita dehors, le ballon rouge de sa fille gisait près de la clôture. Tiala, elle, était introuvable. L'heure qui suivit bascula dans le chaos. Les enseignants se dispersèrent sur toute la propriété. Le directeur appela le bureau du shérif. Sandra courut pieds nus sur la route, hurlant à l'aide. Des voisins se joignirent aux recherches. À midi, ce qui avait commencé comme un simple appel pour un enfant disparu s'était transformé en une urgence de grande ampleur. Les adjoints du shérif du comté de Monroe arrivèrent les premiers, suivis par les pompiers locaux et des volontaires. Ils passèrent au peigne fin les hautes herbes, les fossés et le lit boisé du ruisseau, juste derrière le terrain de jeu. Dans l'après-midi, ils firent venir des chiens de recherche. Les chiens reniflèrent la couverture de Tiala, mais perdirent sa trace à moins de 6 mètres de la clôture. L'hypothèse de travail était aussi simple que terrifiante. Quelqu'un circulant sur l'autoroute 360, qui passait juste au-delà de la lisière des arbres, aurait pu la voir seule près de la clôture et l'enlever. C'était déjà arrivé dans d'autres petites villes. Une fraction de seconde, un adulte distrait et un étranger au moteur allumé. Mais quelque chose clochait. Il n'y avait aucune empreinte de pas s'éloignant de la cour, aucune trace de pneu près du bord de la propriété. Le sol était meuble après une pluie récente. N'importe quel véhicule aurait laissé des marques profondes. Les adjoints vérifièrent les étangs voisins, y compris le moins profond, derrière le local d'entretien. Les plongeurs revinrent de bredouille. Aucun signe de vêtements, aucune perturbation dans la boue. L'endroit était étrangement intact. Au coucher du soleil, le bureau d'investigation du Tennessee rejoignit l'affaire. Ils interrogèrent chaque membre du personnel, enseignants, employés de la cafétéria, équipe d'entretien. Tous les récits concordaient, sauf celui d'un homme, Carl Densmore,
le concierge. Il travaillait à l'école depuis près de 10 ans. Silencieux, ponctuel, jamais un jour d'absence. Interrogé sur sa matinée, Karl déclara qu'il se trouvait dans le local de stockage derrière l'école, remplissant des seaux de serpillière et des produits de nettoyage. Il affirma avoir verrouillé la porte et être parti 5 minutes avant que la cloche ne sonne. Il dit n'avoir jamais vu la petite fille. Les adjoints notèrent son calme. Trop calme, dirent-ils plus tard. Il aida même aux recherches cette nuit-là, une lampe de poche à la main, arpentant les bois. Vers 21 heures, la pluie commença à tomber. Les volontaires continuèrent, leur voix résonnant dans l'obscurité, appelant son nom encore et encore. Rien. Le lendemain matin, les journalistes de Knoxville arrivèrent. Ils filmèrent Sandra, agrippée au grillage, la voix tremblante, suppliante quiconque la regarderait de se manifester. Elle décrivit les chaussures roses de Tiala, sa salopette en jean et la petite barrette rouge qu'elle portait dans les cheveux ce matin-là. Cette barrette devint l'image sur toutes les affiches de disparition. Puis, un adjoint la trouva. Elle gisait dans l'herbe, à l'arrière de la propriété, derrière le local d'entretien que Karl avait verrouillé plus tôt. Elle était mouillée par la pluie, mais toujours reconnaissable. Quelques mèches de cheveux blonds étaient coincées dans le clip. Les enquêteurs la photographièrent, la mirent sous scellé et marquèrent l'emplacement. La police scientifique ne trouva plus tard ni sang, ni empreinte, juste la barrette. Ils fouillèrent le local lui-même. Outils, pots de peinture, produits de nettoyage, tout était propre et en ordre, rien de suspect. La seule entrée avait été verrouillée de l'extérieur avec les clés de Karl, ce que le directeur confirma. Interrogé de nouveau, il insista sur le fait qu'il ne s'était jamais approché de la clôture de la cour, n'avait jamais vu l'enfant ce jour-là, et que la barrette avait dû tomber lors d'une récréation précédente. Le FBI apporta son aide pendant plusieurs jours, vérifiant les registres des délinquants connus, ratissant les parcs de mobile home et les stations-service des environs. Un chauffeur de camion signala avoir vu une berline bleue garée sur le bas-côté vers cette heure-là. Mais il ne se souvenait d'aucun détail, juste qu'elle était là, puis qu'elle avait disparu. Cela ne mena nulle part. À la fin de la semaine, la petite ville de Tellico Plains organisait des veillées plutôt que des recherches. Des affiches recouvraient les pompes à essence et les poteaux téléphoniques. La radio locale diffusait le message de la mère de Tiala toutes les heures. Si vous l'avez, s'il vous plaît, ramenez-la. Les enquêteurs étendirent leur rayon de recherche à 30 km, retrouvant toute personne ayant emprunté l'autoroute 360 ce matin-là. Aucune trace, pas une seule piste crédible. L'absence d'indices devint une forme d'horreur en soi. Habituellement, il y a quelque chose. Un sol remué, une trace de pneu, un témoin qui a vu un mouvement. Ici, il n'y avait que le silence. Et dans ce silence, la suspicion commença à s'installer. Les chuchotements commencèrent au restaurant du coin, à l'église, dans la file d'attente de l'épicerie. Des gens qui se saluaient autrefois de l'autre côté de la rue se mirent à verrouiller leurs portes et à surveiller leurs voisins. Certains croyaient qu'un étranger était le coupable. D'autres se demandaient discrètement si cela n'avait pas été quelqu'un de l'école. Le nom du concierge revenait sans cesse, même si personne ne pouvait rien prouver. Le bureau du shérif fouilla sa petite maison sur Old Furnace Road. Un modeste 2 pièces avec des piles de journaux
et de vieux manuels de réparation. Rien ne le reliait à l'affaire. Pas de photo de Tiala, pas d'objet caché, aucune preuve incriminante. Juste un homme qui semblait fatigué et irrité que l'on puisse encore le soupçonner. Les semaines se transformèrent en mois. La famille Thompson s'accrocha à l'espoir aussi longtemps qu'elle le put. Ils gardèrent sa chambre intacte, des jouets sur l'étagère, des livres d'images près du lit. Pour son 4e anniversaire, Sandra prépara quand même un gâteau, plaçant une unique bougie au milieu. La flamme vacilla un instant, puis s'éteignit dans un courant d'air. Elle murmura « Rentre à la maison, mon bébé », mais la maison resta silencieuse. À l'arrivée de l'hiver, les recherches officielles furent suspendues. Les affiches se décolorèrent sous la pluie. Le dernier signe de vie, cette petite barrette rouge, était tout ce qui restait. L'école de Ridgeview reprit sa routine, mais rien n'était plus pareil. Les enseignants disaient que l'air dans les couloirs était lourd, comme si le bâtiment lui-même portait le poids de ce qui s'était passé. La clôture de la cour fut remplacée, l'herbe repoussa, et pourtant l'absence persistait. Pendant des années, les habitants passaient devant cette école en baissant la voix, comme si parler trop fort risquait de déranger quelque chose qui était encore là. Et bien que la vie ait continué dans le comté de Monroe, pour la famille Thompson, le temps s'était arrêté ce matin de septembre, au moment où une petite fille s'était volatilisée, et l'innocence d'une ville avec elle. Mais sous ce silence, quelque chose attendait d'être découvert. Et 25 ans plus tard, lorsque des ouvriers du bâtiment forceraient le vieux plancher de la cafétéria, ils découvriraient enfin ce que personne n'avait voulu croire, que Tiala Thompson n'avait jamais quitté l'école. Pendant les mois qui suivirent la disparition de Tiala, le comté de Monroe n'était plus le même. La vie reprit son cours, mais au ralenti, comme si toute la ville avançait dans l'eau. La cour de l'école, autrefois pleine de rire, restait désormais silencieuse derrière un portail verrouillé. Les enseignants refusaient de laisser leurs classes jouer dehors. Les parents conduisaient leurs enfants plutôt que de les laisser prendre le bus. Les vieilles habitudes, le café du matin au restaurant, l'église le dimanche, la foire du comté, semblaient plus lourdes maintenant, comme si tout le monde feignait de ne pas avoir peur. L'école de Ridgeview était censée être l'endroit le plus sûr de la ville, le genre d'école où les enseignants connaissaient chaque enfant par son nom. Mais après ce jour, la confiance s'était évaporée. Des dizaines de parents retirèrent leurs enfants, les transférant dans les districts voisins ou optant pour l'école à la maison. Les inscriptions chutèrent si bas que la moitié des salles de classe restèrent vides. Les équipements de la cour de récréation, autrefois peints en rouge et bleu vif, se décolorèrent sous le soleil du Tennessee, rouillés, inutilisés. Le concierge, Carl Densmore, démissionna discrètement. 3 semaines plus tard, il dit au directeur qu'il ne supportait plus les regards des gens à l'épicerie ou les chuchotements qui le suivaient jusqu'à son camion. Il se disait injustement accusé, mais pour la plupart des habitants, partir si soudainement ne faisait que le rendre plus suspect. 1 mois plus tard, sa maison fut vandalisée. Quelqu'un peignit le mot « monstre » à la bombe sur la porte de son garage. Quelques semaines après, il fit ses bagages et quitta la ville. Personne ne le revit jamais. À l'hiver, le bureau d'investigation du Tennessee avait repris l'affaire. Les agents épluchèrent chaque piste. La barrette rouge, les empreintes, les signalements d'une berline bleue garée près de l'autoroute. Ils cartographièrent tous les itinéraires possibles qu'un ravisseur aurait pu emprunter, vérifièrent chaque propriété abandonnée,
interrogèrent des centaines de résidents, mais rien ne collait. Il n'y avait aucune preuve matérielle au-delà de la barrette. Pas de demande de rançon, pas de témoins, pas de signe de lutte. C'était comme si Tiala s'était volatilisé. Les théories commencèrent à proliférer comme de la mauvaise herbe. Certains murmuraient que la mère de Tiala avait détourné le regard trop longtemps ou qu'elle en savait plus qu'elle ne le disait. D'autres croyaient qu'un vagabond aurait pu enlever l'enfant. Il y avait eu une série de vols de camions dans les villes voisines cet été-là. Un employé de station-service jura avoir vu une enfant correspondant à la description de Tiala sur la banquette arrière d'une voiture sombre quelques jours plus tard, mais la caméra de sécurité était en panne, et son témoignage changeait à chaque fois qu'il le racontait. Les médias envahirent le comté pendant un temps. Des camionnettes de chaînes d'information stationnaient devant le bureau du shérif. Des journalistes frappaient aux portes. Mais lorsque les semaines se transformèrent en mois sans progrès, la couverture médiatique s'estompa. Le visage de Tiala disparut des écrans de télévision, remplacé par d'autres tragédies. Au bout d'un an, le dossier de l'affaire prenait la poussière dans la salle des scellés, épais en rapport, mais mince en réponse. Sandra Thompson essaya de rester. Elle se disait que sa fille était encore quelque part, que partir signifierait abandonner. Mais chaque matin, elle passait devant l'école, voyait la balançoire rouiller à travers le grillage et sentait sa poitrine se serrer. Ce fut pire lorsqu'elle commença à entendre les histoires, ces choses que les enseignants chuchotaient après les cours, quand ils pensaient que personne n'écoutait. Ils disaient que certaines nuits, lorsque les concierges venaient passer la serpillière, ils entendaient de petits pas résonner dans les couloirs vides, que le plancher craquait près de la cafétéria longtemps après que tout le monde soit parti. Une enseignante remplaçante affirma avoir entendu un enfant fredonner doucement derrière une porte de classe verrouillée, la même chanson que les camarades de Tiala disaient qu'elle chantait dans la cour. D'autres mettaient cela sur le compte des nerfs, du deuil ou de l'imagination, mais tous ne parvenaient pas à s'en défaire. En 1995, Sandra ne put plus le supporter. Son mari et elle emballèrent le peu qu'ils avaient et déménagèrent au nord, à Knoxville, laissant derrière eux la maison où ils avaient élevé Tiala. Les voisins racontèrent que la nuit de leur départ, elle était restée assise seule sur le porche pendant des heures, tenant cette même barrette rouge. C'était la seule chose qui lui restait de sa fille. L'enquête s'éternisa pendant des années, chaque piste plus froide que la précédente. Des détectives prirent leur retraite. De nouveaux prirent leur place, feuilletant de vieux rapports qui racontaient la même histoire. Une disparition sans logique ni trace. La ligne officielle restait la même. Nous n'avons pas abandonné. Mais en 1958, même cette phrase sonnait creux. L'affaire Thompson devint un simple dossier de plus dans un mur d'affaires non résolu. La barrette rouge fut rangée dans un petit sac de preuves, l'étiquette jaunie, écornée. Plus personne ne la regardait. Elle reposait sous des couches de poussière, dans un tiroir, à côté d'autres reliques d'autres enfants perdus. Et dans le comté de Monroe, les gens essayèrent d'aller de l'avant, mais sans jamais vraiment y parvenir. Les parents prévenaient toujours leurs enfants de ne pas trop s'éloigner de la maison. Les enseignants refusaient toujours d'utiliser la vieille cafétéria après la tombée de la nuit. Et ceux qui travaillaient dans ce bâtiment juraient que parfois, lorsque la nuit était assez silencieuse, on pouvait entendre quelque chose de faible sous le plancher. Un unique craquement, un déplacement de poids,
l'écho d'un petit pas qui ne devrait pas être là. Il se disait que c'était le vent ou le bois qui travaillait, mais personne ne restait jamais assez tard pour en avoir le cœur net. 25 ans plus tard, lorsque la vieille école fut enfin vouée à la rénovation, des ouvriers du bâtiment allaient découvrir la raison de tous ces craquements et la vérité qui était restée enfouie sous ce plancher depuis le jour où Tiala avait disparu. Au printemps 2018, l'école primaire de Ridgeview n'était plus qu'une relique. Le bâtiment était abandonné depuis plus d'une décennie. Sa peinture s'écaillait, ses fenêtres étaient barricadées, la cour de récréation envahie par les mauvaises herbes. La plupart des habitants du comté de Monroe avaient cessé de la remarquer, passant devant comme si ce n'était qu'un autre élément du paysage que le temps avait oublié. Mais cette année-là, les responsables du comté décidèrent de lui donner une nouvelle vie. Le projet était de rénover la propriété pour en faire un petit centre communautaire, un lieu pour les programmes jeunesse, les événements locaux et les réunions municipales. Personne n'aurait pu imaginer ce qui était scellé sous ces planchers. Les équipes de construction arrivèrent début avril. Les hommes plaisantaient sur l'atmosphère sinistre du lieu, en particulier de la cafétéria. L'air était vicié et lourd, et chaque pas sur le plancher gondolé produisait un son creux, comme s'il y avait quelque chose en dessous. Pourtant, personne n'y prêta vraiment attention. Ils arrachèrent les dalles du plafond, remplacèrent le câblage, mirent les murs à nu. Puis, un matin vers la fin du mois, un ouvrier enfonça son pied de biche dans une section du plancher de la cafétéria qui s'était affaissée au milieu. Le bois se fendit avec un craquement sec, révélant une étrange couche en dessous. Pas du béton, ni de la terre, mais quelque chose qui semblait scellé avec du vieux linoléum et de la cire. Lorsqu'ils le soulevèrent, ils trouvèrent un vide sanitaire que personne n'avait jamais mentionné. Il ne figurait sur aucun plan. Il n'y avait ni trappe, ni aération, aucun signe qu'il ait jamais été ouvert. Au début, ils supposèrent qu'il s'agissait simplement d'un ancien espace technique. Le contremaître s'accroupit avec une lampe de poche et regarda à travers le trou. Le faisceau lumineux tomba sur quelque chose de mou et d'incolore dans la poussière, un petit paquet enveloppé dans un tissu pourri. Il pensa que c'était de l'isolant jusqu'à ce qu'il remarque le motif. Ce n'était pas un tissu de construction. Cela ressemblait à l'imprimé délavé d'une couverture d'enfant. À côté se trouvait un gobelet en plastique fissuré, du genre de ceux qu'on trouve dans une cafétéria d'école. Quand il tendit la main, le tissu se désintégra au toucher, révélant quelque chose de pâle et de cassant en dessous. Pendant un instant, personne ne bougea. Puis le contremaître recula lentement, le visage vidé de sa couleur. Il ordonna à son équipe de tout arrêter. Le superviseur du chantier appela le bureau du shérif du comté de Monroe juste après 9 heures. En une demi-heure, les adjoints avaient bouclé le périmètre du bâtiment. Lorsque le bureau d'investigation du Tennessee arriva, la cour de l'école se remplit de voitures de patrouille et de fourgons de la police scientifique, un spectacle que les anciens habitants n'avaient pas vu depuis 25 ans. La nouvelle se répandit rapidement dans la ville. Les gens se rassemblèrent de l'autre côté de la route, chuchotant le même nom qu'ils n'avaient pas prononcé à voix haute depuis des décennies. Tiala Thompson. Les techniciens de la police scientifique travaillèrent avec précaution. Le vide sanitaire ne mesurait qu'1 mètre de profondeur, et à l'intérieur, ils trouvèrent les mêmes quelques objets. La petite couverture, le gobelet, et ce qui semblait être des fragments d'os. Certains étaient enveloppés dans ce qui avait été du tissu, d'autres dispersés dans la terre. Tout fut mis sous scellé et envoyé au laboratoire de médecine légale de l'État à Nashville. Lorsque les résultats revinrent des semaines plus tard,
Ils confirmèrent ce que tout le monde craignait déjà. Les restes appartenaient à Tiala. Pour Sandra Thompson, qui avait déménagé à Knoxville des années auparavant, l'appel vint d'un détective dont elle se souvenait à peine. Elle raconta plus tard qu'elle n'avait pas entendu grand-chose de ce qu'il disait, juste cette phrase, encore et encore. Ils l'ont retrouvé. Pendant un instant, elle crut que cela signifiait que sa fille avait été vivante quelque part pendant tout ce temps. Puis, le sens des mots s'imposa. La nouvelle se propagea dans le comté de Monroe comme un front d'orage. Après tant d'années de silence, les gens se retrouvèrent à revivre les mêmes questions qui les avaient hantés en 1993. Comment avait-elle pu être à l'intérieur de l'école pendant tout ce temps? Comment chaque équipe de recherche, chaque unité canine, chaque enquêteur avait-il pu passer à côté? Le bâtiment avait été inspecté de fond en comble, du moins c'est ce que tout le monde croyait. Lorsque les agents du TBI examinèrent les registres de recherche originaux, ils réalisèrent que le plancher de la cafétéria n'avait jamais été retiré lors de l'enquête initiale. À l'époque, personne ne soupçonnait quoi que ce soit en dessous. Le vide sanitaire ne faisait pas partie de la conception de l'école. Il semblait avoir été construit plus tard, dissimulé sous des couches de cire et de carrelage. Quiconque l'avait créé l'avait fait avec soin, méthodiquement, le scellant si complètement qu'aucune odeur, aucun air, aucun indice ne s'en était jamais échappé. Les détectives commencèrent à revisiter les anciens dossiers de l'affaire, étudiant les cartes, les schémas et les interrogatoires. Un détail sauta immédiatement aux yeux. La mère de Tiala avait travaillé dans cette même cafétéria le jour où sa fille avait disparu. L'idée que sa petite-fille se soit trouvée à seulement quelques mètres d'elle, cachée sous ses pieds, était presque trop insupportable à imaginer. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle se souvenait avoir entendu des travaux d'entretien dans cette pièce des semaines avant la disparition, mais elle n'avait jamais pensé à le mentionner à l'époque. Cela avait semblé sans importance. Maintenant, avec enfin des preuves matérielles en main, les enquêteurs commencèrent à poser de nouvelles questions. Qui aurait eu accès à cet espace? Qui savait comment le créer? Et qui travaillait dans le bâtiment à l'époque? La vieille liste du personnel de 1993 fut ressortie. Des noms longtemps oubliés refirent surface. La plupart avaient déménagé, certains étaient décédés. Mais un nom attira immédiatement l'attention. Carl Densmore, l'ancien concierge qui avait quitté la ville quelques semaines seulement après la disparition. Densmore avait toujours été une figure de suspicion silencieuse dans le comté de Monroe. À l'époque, la police l'avait interrogé à plusieurs reprises, mais n'avait jamais trouvé assez d'éléments pour l'inculper. Il affirmait avoir nettoyé le local de stockage lorsque Tiala avait disparu et disposait d'un alibi vérifié par un autre membre du personnel. Mais aujourd'hui, la découverte sous la cafétéria changeait tout. La trappe de maintenance menant à ce vide sanitaire était cachée derrière un panneau amovible dans le placard du concierge, un détail que seule une personne familière avec l'infrastructure du bâtiment pouvait connaître. Les enquêteurs retrouvèrent la trace de Densmore dans une modeste maison de plain-pied à la périphérie de Knoxville. Il avait alors 67 ans, était à la retraite et vivait seul. Lorsqu'ils arrivèrent à sa porte, il parut surpris mais coopératif. Il admit avoir entendu parler de la découverte aux informations. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il se versait un café, insistant sur le fait qu'il n'avait rien à voir avec ça. Il dit que cette affaire l'avait hanté pendant des années.
Les détectives l'écoutèrent en silence, mais ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Lorsqu'ils lui demandèrent s'il était déjà entré dans la cafétéria ce jour-là, il hésita avant de répondre. Quelques secondes à peine, mais suffisantes pour éveiller les soupçons. Pendant ce temps, les experts de la police scientifique poursuivaient l'analyse des objets retrouvés. La couverture portait encore de faibles traces de produits de nettoyage de qualité scolaire, le même type que celui utilisé pour l'entretien à Ridgeview au début des années 1990. La terre sur le tissu correspondait à des échantillons prélevés sous le sol de la cafétéria et le gobelet trouvé à côté des restes n'était pas n'importe quel gobelet. Il portait une marque d'inventaire effacée. Propriété de l'école primaire de Ridgeview. À mesure que ces détails émergeaient, la colère montait. Les habitants du comté de Monroe, qui avaient vécu pendant des décennies sous le poids de questions sans réponse, commençaient à affronter la réalité. Tiala n'avait jamais quitté l'enceinte de l'école. L'indignation ne concernait pas seulement le crime, mais aussi l'échec. Les innombrables heures de travail, les recherches dans les forêts et les rivières, les familles qui avaient perdu confiance dans les forces de l'ordre, tout cela alors que la réponse était restée scellée à l'intérieur de ce bâtiment. Mais pour Sandra, la colère venait après autre chose, la culpabilité. Dans une interview ultérieure, elle a confié qu'elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce sol, aux centaines de fois où elle l'avait traversé, sans jamais réaliser que sa fille se trouvait juste sous ses pieds. Elle a raconté aux enquêteurs qu'elle se souvenait d'un instant, ce matin de 1993, un bref son, comme un coup sourd provenant de sous le carrelage, qu'elle avait ignoré, pensant à une lame de parquet mal fixée. Si seulement j'avais regardé, a-t-elle dit doucement. Si seulement j'avais regardé. La ville a observé pendant des jours le va-et-vient des camions de la police scientifique. La cafétéria a été démolie jusqu'à ses fondations, isolée par des bâches en plastique, et chaque centimètre carré a été examiné. Lorsque les équipes sont finalement parties, le silence autour de l'école semblait plus lourd qu'avant. Personne ne s'y attardait plus. Même les ouvriers engagés pour la rénover ont demandé à être réaffectés. Alors que les inspecteurs se préparaient à rouvrir l'enquête, une prise de conscience glaçante s'est installée dans le comté de Monroe. Celui qui avait fait ça travaillait là, dans le bâtiment, entouré d'enseignants, d'enfants et d'une mère en deuil. Et pendant 25 ans, il avait réussi à cacher son secret sous le sol, même où elle se tenait. La vérité n'était plus enterrée, mais le responsable, lui, l'était encore. Et les enquêteurs s'apprêtaient à creuser plus profondément que jamais. Chaque affaire que nous traitons sur cette chaîne n'est pas une simple histoire. C'est le résultat de semaines de recherche dans les archives, de vérification des faits et de reconstitution de vies réelles qui ont été perdues. Chaque épisode demande près de 15 jours de travail et de longues nuits à la poursuite de la vérité. Nous le faisons parce que ces histoires comptent et que quelqu'un, quelque part, mérite encore qu'on se souvienne de lui. Si vous voulez que nous continuions à révéler la vérité derrière ces mystères, prenez une seconde pour aimer, vous abonner et nous dire en commentaire quelle partie de l'affaire d'aujourd'hui vous a le plus marqué. Votre soutien nous permet de continuer. Et si vous voulez voir d'autres affaires classées résolues, les liens vous attendent dans la description ci-dessous. Maintenant, revenons à l'affaire.
Lorsque le bureau d'enquête du Tennessee a rouvert le dossier Thompson en 2018, la première chose qu'ils ont réalisée fut à quel point il semblait incomplet. Des milliers de pages, mais tant de questions sans réponse. La découverte sous la cafétéria leur avait donné la seule chose qui leur avait toujours manqué, la preuve que Tiala n'avait jamais quitté l'école. Il fallait maintenant découvrir qui avait gardé ce secret enterré pendant 25 ans. La nouvelle équipe a commencé par réexaminer chaque déclaration de 1993. Enseignants, personnel de la cafétéria, bénévoles, chauffeurs de bus et agents d'entretien. Ils ont comparé chaque détail, chaque horaire, chaque contradiction. Un nom n'arrêtait pas de refaire surface. Carl Densmore, l'ancien concierge de l'école. Ces déclarations avaient toujours été étrangement précises, trop récitées, pensaient maintenant les inspecteurs. Et certaines parties ne correspondaient tout simplement pas à la chronologie des faits. Dans son rapport initial, Densmore disait qu'il travaillait dans le local de maintenance pendant la récréation pour réapprovisionner les produits de nettoyage. Il affirmait avoir quitté le bâtiment par la porte latérale vers 10h10 avant que la cloche ne sonne. Mais la configuration de l'école racontait une autre histoire. Le local de maintenance était une structure séparée derrière la cafétéria, accessible uniquement par un couloir de service arrière. Pour s'y rendre, il aurait dû passer juste devant les portes de la cafétéria, la pièce même où les restes de Tiala ont été retrouvés plus tard. 2 inspecteurs se sont rendus à Knoxville pour l'interroger en personne. Il avait maintenant 70 ans, mince et les cheveux gris, vivant seul dans un petit duplex en briques près de l'autoroute. Ils ont dit qu'il semblait poli au début, voire serviable. Mais lorsqu'ils ont commencé à poser des questions sur les détails de cette journée, où il était, qu'il avait vu, ce qu'il faisait, son calme a commencé à s'effriter. Il a dit qu'il était entré et sorti de la cafétéria ce matin-là pour aider à déplacer du matériel. Cela ne figurait pas dans sa déclaration originale. Lorsqu'ils ont insisté, il a de nouveau changé son histoire, affirmant cette fois qu'il était seulement entré pour réparer un luminaire. Les incohérences n'étaient pas mineures. Elles anéantissaient son alibi. Les inspecteurs sont repartis de cet entretien en sachant que quelque chose n'allait pas. Ils ont consulté ses anciens dossiers d'emploi et ont découvert que Densmore avait été la seule personne à posséder les passe-partout du bâtiment, des clés qui ouvraient non seulement les portes, mais aussi les panneaux de maintenance verrouillés et les vides sanitaires dont personne d'autre ne connaissait l'existence. Plus il cherchait, plus cela devenait clair. Quiconque avait caché le corps de Tiala avait besoin d'intimité, de temps et d'un accès. Carl Densmore avait les trois. L'équipe a demandé une reconstitution de la cafétéria en utilisant d'anciens plans et des scans géoradars du site de rénovation. Ce qu'ils ont trouvé les a stupéfiés. Le vide sanitaire scellé où les restes de Tiala ont été découverts n'était accessible que par une trappe cachée dans le placard du concierge, derrière un panneau verrouillé près du sol. Elle ne figurait sur aucun plan architectural de 1980, date de construction de l'école. Les enquêteurs soupçonnaient qu'elle avait été ajoutée plus tard, probablement par quelqu'un qui y avait travaillé assez longtemps pour connaître les entrailles du bâtiment mieux que quiconque. Le panneau lui-même avait été repeint plusieurs fois, scellé si proprement que personne n'aurait pu le remarquer sans le chercher. Cela expliquait pourquoi les recherches initiales de 1993 l'avaient manqué, mais cela signifiait aussi que le tueur savait exactement où la cacher, dans un endroit invisible, mais toujours à portée de main. Pendant que les équipes scientifiques réexaminaient les preuves, une autre découverte
a fait avancer l'affaire. Les techniciens de laboratoire ont réanalysé les quelques fibres restantes des vêtements de Tiala. Grâce à des tests chimiques plus avancés que ceux disponibles dans les années 90, ils ont trouvé des traces de vernis à plancher et de nettoyant à base d'ammonium, les mêmes composés utilisés dans les produits d'entretien spécifiques aux fournisseurs de l'école de Ridgeview à l'époque. Ces produits chimiques étaient uniques. Aucune autre école du comté n'utilisait cette marque. Ce n'était plus seulement circonstanciel. Cela liait ces derniers moments directement à l'intérieur de ce bâtiment. Les inspecteurs ont recommencé à frapper aux portes, rendant visite à des personnes qui n'avaient pas entendu le nom de Tiala Thompson depuis des décennies. Certains étaient surpris, d'autres émus, mais en interrogeant les plus anciens résidents, ceux qui vivaient près de l'école, ils ont entendu quelque chose qui leur a noué l'estomac. Plusieurs voisins se sont souvenus avoir vu le vieux pick-up de Carl garé derrière Ridgeview bien après que la police eut quitté les lieux la première nuit. Une femme s'en souvenait très bien. Elle avait regardé par la fenêtre de sa cuisine juste avant minuit et avait vu des phares allumés près de la route de service arrière, une zone bouclée pendant les recherches. Elle avait supposé qu'il s'agissait d'un policier qui terminait son service, mais maintenant, elle n'en était plus si sûre. Un autre homme se rappelait avoir entendu un moteur tourner au ralenti derrière le bâtiment des heures après le départ des voitures du shérif. À l'époque, personne ne l'avait signalé. Il n'avait pas jugé cela nécessaire. Les inspecteurs ont abordé ce point lors d'un nouvel entretien avec Densmore. Cette fois, il n'était pas aussi calme. Il a nié avoir été là, puis a prétendu qu'on le confondait peut-être avec quelqu'un d'autre. Sa voix tremblait. Lorsqu'on lui a demandé où il se trouvait entre 22 heures et minuit le soir de la disparition de Tiala, il a répondu qu'il était à la maison, à regarder la télévision, mais ne se souvenait pas de l'émission. Sa femme, qui aurait pu le confirmer, était décédée des années plus tôt. Les enquêteurs ont noté chaque changement de ton, chaque pause avant qu'il ne réponde. Et quand un inspecteur a mentionné nonchalamment les nouvelles analyses scientifiques, les produits de nettoyage, le vernis, le placard du concierge, le comportement de Densmore a complètement changé. Ses mains se sont mises à trembler. Il s'est frotté le cou et a dit qu'il ne voulait plus parler. L'entretien s'est terminé brusquement. Par la suite, les inspecteurs ont comparé ces déclarations récentes avec celles de 1993. Les incohérences étaient flagrantes. Dans le premier rapport, il disait avoir vu Tiala près de la clôture juste avant la cloche. Dans le second, il prétendait ne l'avoir jamais vue ce matin-là. Dans une version, il quittait le bâtiment avant la récréation. Dans l'autre, il était resté pour finir quelques tâches. Pour l'équipe d'enquête, il semblait que la vérité changeait à chaque fois qu'il s'en approchait. Ils ont commencé à reconstituer une chronologie de ses mouvements ce jour-là en utilisant les entretiens avec le personnel, les registres des services publics et les bons de travail de l'entretien. Plus ils compilaient de données, plus la fenêtre de temps se réduisait. Entre 9h50 et 10h20, la période pendant laquelle Tiala a disparu, Densmore était totalement introuvable. Aucun témoin ne l'avait vu. Aucun registre de pointage ne le plaçait ailleurs. L'équipe s'est de nouveau rendue à l'ancienne école, se tenant dans cette cafétéria où ses restes avaient été trouvés. Ils ont mesuré la distance entre la cuisine où Sandra Thompson travaillait et le placard du concierge. À peine 10 mètres les séparaient, un mince mur, une porte fermée.
Ils ont imaginé le bruit des assiettes qui s'entrechoquent, les rires des enfants dehors, la cloche qui sonne. Tout cela pendant que, peut-être, quelque chose d'impensable se produisait dans cette petite pièce scellée. Cette prise de conscience a frappé chacun d'eux différemment. Certains ont ressenti de la colère, d'autres un vide, mais aucun n'a pu se défaire de l'image la plus obsédante. La mère de Tiala avait passé toute cette matinée à travailler à quelques pas de l'endroit où sa fille serait cachée. À la fin de l'été 2018, les enquêteurs étaient prêts à aller de l'avant. Ils avaient des preuves matérielles liant la scène à quelqu'un de l'intérieur de l'école. Des traces chimiques correspondant aux produits d'entretien. Des déclarations contradictoires d'un ancien employé et des témoignages plaçant son véhicule près du site après les heures de service. La seule chose qui leur manquait était un aveu. Ils ont réquisitionné les dossiers d'emploi de Densmore aux archives du district et ont trouvé quelque chose d'inattendu. 2 semaines avant la disparition de Tiala, il avait soumis une demande d'entretien pour des réparations d'accès au sous-plancher dans la zone de la cafétéria. Personne ne l'avait jamais approuvé. Le travail n'avait pas été enregistré comme terminé, mais le timing était glaçant. Lorsque les inspecteurs ont abordé ce sujet lors de leur dernier entretien, il a refusé de répondre. Ses yeux se sont remplis de larmes, et pour la première fois, il a paru vieux, fragile, comme si le poids des décennies l'avait enfin rattrapé. Puis il s'est levé, a dit qu'il ne coopérerait plus, et est parti. Mais à ce moment-là, les enquêteurs avaient ce dont ils avaient besoin. La vérité était restée scellée pendant 25 ans. Maintenant, morceau par morceau, elle se révélait. Ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que l'aveu qu'ils attendaient était déjà en route. Il viendrait du même homme qui avait passé des décennies à vivre tranquillement parmi eux, hanté par un secret enterré sous le plancher d'une école que personne ne voulait plus se remémorer. Lorsque les inspecteurs ont obtenu le mandat de perquisition pour la petite maison de Carl Densmore à Knoxville, ils s'attendaient à trouver quelques registres de travail, de vieux outils, quelque chose qui pourrait étayer un dossier circonstanciel. Ce à quoi ils ne s'attendaient pas, c'est ce qu'ils ont trouvé dans une boîte en carton dans le placard de son entrée, une boîte étiquetée simplement Ridgeview. À l'intérieur se trouvaient des badges d'employés délavés, des passe-partout rouillés et une pile de papier jauni. Au fond reposait une seule photographie. Elle montrait une fillette de 3 ans en salopette en jean, assise sur la balançoire de l'école, souriant timidement à l'appareil photo. C'était Tiala Thompson, et c'était une photo que personne en dehors de la famille Thompson n'avait jamais vue. Les techniciens l'ont manipulée avec soin. Sous une loupe, ils ont remarqué une légère tache sur le bord inférieur, une empreinte digitale partielle pressée dans le papier glacé. Lorsque les résultats du laboratoire sont revenus 2 jours plus tard, elle correspondait à celle de Densmore. Cette seule empreinte, aussi vieille et incomplète soit-elle, a tout changé. Les enquêteurs l'ont de nouveau convoqué. Ils ont posé la photo sur la table entre eux et lui ont demandé d'où elle venait. Il n'a pas répondu tout de suite. Il l'a fixée longuement, la mâchoire serrée, la respiration courte. Finalement, il a dit qu'il avait dû la ramasser à l'école après la disparition. Peut-être était-elle tombée d'une des affiches. Mais les inspecteurs savaient que c'était impossible. Cette photo n'avait jamais fait partie d'un avis de recherche. Elle avait été prise par la mère de Tiala quelques jours avant sa disparition et conservée dans un album de famille. D'une manière ou d'une autre, Densmore l'avait en sa possession. Ils ont insisté. Heure après heure, ses réponses ont commencé à se fissurer. Il a prétendu
ne plus se souvenir de grand-chose de cette journée, qu'il était vieux, que les gens le confondaient avec quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'il a été confronté au rapport d'empreinte digitale, son sang-froid s'est brisé. Il s'est affalé, secouant la tête, puis a dit doucement les mots qu'ils attendaient depuis 25 ans. Ça n'aurait pas dû arriver. Ce qui a suivi est sorti par bribes. Il a dit que Tiala l'avait suivi dans la cafétéria ce matin-là pour demander une collation. Elle était déjà venue, a-t-il affirmé. Parfois, sa mère la laissait entrer pendant qu'elle travaillait. Il lui aurait dit d'attendre près de la porte pendant qu'il vérifiait une canalisation de maintenance derrière le mur de la cuisine. Selon lui, elle a glissé, s'est cogné la tête sur le tuyau métallique et est restée immobile. Il a dit qu'il a paniqué. Il savait que la situation serait suspecte. Un homme adulte seul avec un enfant. Alors, au lieu d'appeler à l'aide, il s'est figé. Puis, il a fait la seule chose qui allait le hanter pour le reste de sa vie. Il a dit qu'il l'avait porté dans le placard du concierge, l'avait enveloppé dans une serviette et avait ouvert la petite trappe au sol sur laquelle il avait travaillé plus tôt cette semaine-là. Elle menait à un espace peu profond sous la cafétéria destiné aux lignes de service. Il l'y a déposé, a recouvert l'ouverture avec du contreplaqué et l'a scellée avec des couches de cire et de vernis. Il a dit qu'il était resté tard ce soir-là pour finir de traiter le sol, s'assurant que personne ne puisse voir où il était passé. Il a affirmé que ce n'était pas un meurtre, mais une terrible erreur. Les inspecteurs ont écouté en silence. Ils l'ont laissé finir. Puis, ils ont fait glisser le rapport d'autopsie sur la table. Il montrait une toute autre image. Les lésions au crâne de Tiala n'étaient pas compatibles avec une chute. Le schéma d'impact suggérait un traumatisme par force contondante répétée, des coups portés par quelque chose de plat et de lourd. Il y avait aussi des fractures aux côtes, des blessures qui ne pouvaient pas provenir d'un seul accident. Quand ils ont lu ces détails à haute voix, l'histoire de Densmore a vacillé. Il est resté silencieux pendant près d'une minute. Finalement, il a murmuré qu'il ne se souvenait peut-être pas bien, qu'il avait peut-être perdu le contrôle. Il n'a pas expliqué ce que cela signifiait. Un inspecteur lui a demandé pourquoi il avait gardé la photographie toutes ces années. Il a répondu qu'il la regardait parfois pour se souvenir de ce qu'il avait fait. L'aveu n'était pas net. Il était truffé de dérobades et d'apitoiements, mais il était suffisant. La correspondance ADN, la photo cachée, les incohérences dans ses propres paroles, tout se recoupait. Après des décennies de rumeurs et de chagrins, la vérité, ou du moins une version de celle-ci, était enfin révélée. Lorsque la nouvelle des aveux a éclaté, le comté de Monroe a été abasourdi. Pendant des années, les gens s'étaient disputés pour savoir si Densmore avait été injustement accusé ou discrètement coupable. Maintenant, en entendant ses propres mots, il ne restait plus aucun doute. La mère de Tiala était assise dans son appartement de Knoxville lorsque les inspecteurs sont venus lui annoncer la nouvelle. Elle a dit plus tard qu'elle n'avait pas ressenti de colère au début, seulement un sentiment écrasant de soulagement mêlé à quelque chose de pire. Savoir signifiait qu'il n'y avait plus d'espoir. Dunsmore a dit aux enquêteurs qu'il avait vécu avec ce souvenir chaque jour. Il a affirmé n'avoir jamais eu l'intention de lui faire du mal, qu'il voulait juste que le bruit cesse, qu'il était sous le coup du stress à cause de problèmes personnels et qu'il avait perdu le contrôle. Ils ont enregistré chaque mot. Dans sa déclaration,
Il a dit qu'il avait scellé le sol lui-même en utilisant de la cire industrielle du placard d'entretien et qu'il avait travaillé tard dans la nuit alors que le bâtiment était vide. Il a dit qu'il était retourné le lendemain, avait regardé la surface polie et avait réalisé que personne ne la trouverait jamais. Les enquêteurs ne l'ont pas contredit. Ils l'ont laissé parler jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien à dire. Au moment où ils l'ont escorté hors de la salle d'interrogatoire, il semblait petit, voûté, vaincu, marmonnant pour lui-même. Il a demandé s'il pouvait dire à Sandra qu'il était désolé. Les équipes scientifiques sont retournées à l'école une dernière fois pour vérifier son récit. À l'aide d'un géoradar, ils ont retracé l'emplacement exact qu'il avait décrit. Tout correspondait, le contreplaqué, le scellant, les couches successives. Même la marque de cire qu'il a mentionnée correspondait aux échantillons de résidus. Chaque détail était conforme à ses aveux. Pourtant, les inspecteurs ne pouvaient se défaire de l'impression qu'il cachait quelque chose. Le schéma des blessures suggérait la colère, pas la panique. Il croyait que quelque chose d'autre s'était produit dans cette cafétéria, une dispute, un moment de frustration qui avait tourné à la violence. Que ce fût intentionnel ou non, seul Densmore le savait, et cette partie de l'histoire, il ne la raconterait jamais entièrement. Lorsque les procureurs ont examiné l'affaire, ils ont décidé de l'inculper de meurtre au deuxième degré et de profanation de cadavre. Compte tenu de son âge et de sa santé, le procès serait court, mais les preuves étaient accablantes. En attendant dans une cellule de détention, il parlait rarement. La seule chose qu'il a demandé, c'est de voir la photographie une dernière fois. La demande a été refusée. La nouvelle s'est rapidement répandue dans le comté de Monroe. Des gens qui avaient grandi en entendant le nom de Tiala, qui étaient passés devant l'ancienne école tous les jours, se sont rassemblés devant le palais de justice lorsque Densmore a été amené. Certains lui ont crié des injures. D'autres sont restés silencieux, tenant des bougies. Pour eux, l'affaire ne concernait pas seulement une petite fille disparue. Il s'agissait des années qu'ils avaient vécues dans l'ombre de l'incertitude et de la prise de conscience que la réponse avait été enterrée entre leurs propres murs. Alors que les inspecteurs clôturaient le dossier, l'un d'eux a dit qu'il avait moins l'impression d'avoir résolu un crime que d'avoir mis à jour une blessure qui n'avait jamais guéri. La vérité avait éclaté, mais personne ne se sentait victorieux. À la fin, il ne restait qu'une photographie, un sol scellé et l'aveu d'un homme qui avait attendu 25 ans que quelqu'un trouve ce qu'il avait caché. Et même alors qu'il était en détention, face au reste de sa vie en prison, une question persistait, non pas dans les preuves ni dans les rapports, mais dans les silences qu'il laissait derrière lui. Était-ce vraiment un accident ou était-ce simplement l'histoire qu'il se racontait pour survivre au poids de ce qu'il avait fait? Dans les derniers mois de 2018, la salle d'audience du comté de Monroe s'est remplie de visages qui ne s'étaient pas retrouvés dans la même pièce depuis le début des années 90. Anciens enseignants, parents, policiers et journalistes, tous ramenés par le même nom qui avait hanté leur ville pendant 25 ans. À l'avant de la salle était assis un homme frêle en combinaison orange, la tête baissée, les mains tremblant légèrement alors qu'il ajustait le col de sa chemise. C'était Carl Densmore, âgé de 70 ans, l'homme qui avait passé un quart de siècle à cacher ce que tout le monde cherchait. Il n'a pas contesté les accusations, il n'a pas nié ce qu'il avait fait. Après des semaines de négociations, il a accepté un accord de plaidoyer pour meurtre au deuxième degré et profanation de cadavres, évitant un procès complet en raison de son âge et de sa santé défaillante. Lorsque le juge lui demanda
S'il avait quelque chose à dire avant le prononcé de la peine, il se leva lentement, s'agrippant à la table pour ne pas chanceler. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura avoir commis une erreur qui a brisé des vies. Il n'en dit pas plus, ne regarda pas la famille, ne demanda pas pardon. Il se contenta de baisser à nouveau la tête et de se rasseoir. Dans la galerie du public, Sandra Thompson était assise, silencieuse au premier rang. Elle avait maintenant 61 ans, les cheveux plus gris, les mains plus fines, mais sa posture était droite. Sur ses genoux, elle tenait quelque chose soigneusement enveloppé dans un mouchoir plié, le même ruban rouge pour les cheveux que les agents avaient trouvé derrière la clôture de l'école toutes ces années auparavant. Elle l'avait gardé à travers chaque déménagement, chaque année d'attente, à travers toutes les veillées et les réponses vaines. Pendant que Densmore parlait, elle le serra si fort que ses doigts se mirent à trembler. Dehors, devant le palais de justice, les caméras attendaient, mais elle ne s'arrêta pas pour leur parler. Elle dit simplement, d'une voix douce, qu'elle pouvait enfin rentrer chez elle. Plus tard, elle confia à un journaliste local qu'elle ne ressentait plus de colère, juste un vide étrange. Ce n'est pas la justice, dit-elle, c'est simplement terminé. Une fois le plaidoyer finalisé, Densmore fut condamné à 20 ans de détention, bien que les médecins ne pensaient pas qu'il vivrait assez longtemps pour purger la moitié de sa peine. Il mourut discrètement 3 ans plus tard, sa mort à peine mentionnée dans une brève colonne du journal local. Mais dans le comté de Monroe, les gens se souvenaient non pas de l'homme, mais de ce qu'il leur avait pris. Pour la ville, la découverte et les aveux ont forcé une introspection. L'école primaire de Ridgeview, déjà fermée depuis des années, fut définitivement désaffectée après la fin de l'enquête. Les responsables du comté débattirent de sa démolition, mais finalement, ils décidèrent d'en reconstruire une partie pour en faire un petit centre communautaire, l'objectif initial de la rénovation. La cafétéria fut rasée jusqu'à ses fondations et rebâtie de fond en comble. Lorsque le nouveau sol fut coulé, les ouvriers firent une pause près du coin sud-est, à l'endroit exact où se trouvait le vide sanitaire. Ils laissèrent un petit carré de carrelage nu, non peint, marquant le point où le secret avait été enterré pendant des décennies. Plus tard, la ville installa une plaque de laiton sur le mur voisin. On pouvait y lire « Enfin retrouvé, aimé pour toujours », en mémoire de Tiala Marie Thompson, 1990-1993. Cette inscription devint plus qu'un mémorial. Elle devint un symbole pour tous ceux qui avaient vécu ces années de peur et de doute. Des enseignants qui avaient autrefois travaillé dans ce bâtiment revinrent pour la cérémonie d'inauguration, certains pleurant en racontant comment ils avaient évité d'entrer dans cette cafétéria pendant des années. Une femme raconta qu'elle se réveillait encore parfois en entendant la cloche de la récréation, suivie du silence qui venait après. Dans les mois qui suivirent, des visiteurs commencèrent à s'arrêter au nouveau centre juste pour se tenir près de cette plaque. Certains laissaient des fleurs ou de petits jouets. D'autres restaient là, silencieux, quelques minutes avant de repartir. Le placard du concierge où se trouvait autrefois la trappe fut complètement scellé, remplacé par un nouveau mur. Mais les gens disaient que si l'on se tenait dans cette partie de la pièce tard dans la nuit, on pouvait encore entendre de faibles craquements sous le plancher. Nul ne chercha à savoir s'il s'agissait du bâtiment qui se tassait ou d'autre chose. Pour Sandra, les années qui suivirent la clôture de l'affaire furent plus calmes.
Elle cessa de donner des interviews, retourna vivre dans une petite maison près de Tellico Plains et resta plutôt seule. Chaque printemps, elle apportait des fleurs fraîches au mémorial et remplaçait le vieux ruban rouge qui se décolorait parfois au soleil. Lors du 25e anniversaire de la disparition de sa fille, elle plaça une petite photo encadrée à côté de la plaque, la même que la police avait trouvée chez Densmore. On y voyait Tiala souriant à l'objectif, ignorant que ce cliché deviendrait un jour une pièce à conviction. Les habitants de la ville dirent que ce moment, plus que tout autre, avait ressemblé à un point final. Ni l'arrestation, ni les aveux, ni même l'école reconstruite, mais ce geste discret d'une mère restituant ce qui avait été volé. Au fil des ans, le comté de Monroe commença lentement à guérir. De nouvelles familles s'installèrent, des enfants jouèrent là où les mauvaises herbes poussaient autrefois, et l'histoire de ce qui s'était passé devint quelque chose dont les gens parlaient à voix basse, commençant souvent par « Tu sais, c'est ici que c'est arrivé ». Pour les jeunes générations, l'histoire de Tiala Thompson devint une histoire locale, une tragédie que leurs parents leur rappelaient pour leur dire de toujours rester près d'eux, de ne jamais s'éloigner, de toujours faire confiance à leur instinct. Mais pour ceux qui l'avaient vécu, ce nom portait encore un poids. Le souvenir des équipes de recherche marchant à travers les champs détrempés par la pluie, les nuits remplies de sirènes et les décennies d'incertitude. Ces choses ne s'effaçaient pas facilement. Certains disaient qu'ils n'oublieraient jamais l'expression sur le visage de Sandra ce jour-là, devant l'école, quand elle réalisa que sa fille avait disparu. D'autres disaient que le son qui les hantait le plus était le silence qui avait suivi, un silence qui avait duré 25 ans. En fin de compte, l'histoire de l'école de Ridgeview n'était pas une histoire de monstres, de fantômes ou de légendes. Elle parlait de quelque chose de bien plus simple. La capacité humaine à dissimuler de terribles vérités et le coût insupportable de les garder enfouis. La disparition de Tiala avait bouleversé une petite ville tranquille du Tennessee et sa découverte l'avait forcée à affronter ce qu'elle ne voulait pas voir, que les réponses avaient toujours été là, sous leurs pieds, scellées sous la cire et le silence. La plaque à l'intérieur de la cafétéria reconstruite brille encore faiblement à la lumière. Le sol autour est lisse, neuf, sans marque. Mais de temps en temps, lorsque quelqu'un s'arrête pour lire les mots, il baisse la voix, comme si parler trop fort pouvait troubler l'air. Car dans le comté de Monroe, les gens ont appris quelque chose qu'ils n'oublieront jamais. Parfois, les histoires les plus effrayantes ne concernent pas l'inconnu. Elles concernent ce qui était juste sous nos yeux depuis le début. Et pour ceux qui se souviennent encore du jour de sa disparition, l'histoire de Tiala Thompson ne se termine ni dans l'horreur, ni dans le mystère, mais dans une sorte de dévastation silencieuse, celle qui s'attarde dans les recoins d'un vieux bâtiment où la vérité a finalement éclaté au grand jour après 25 longues années